Wow! Quelle soirée! Je suis évidemment pas monarchiste, mais d'avoir le nouveau prince du bloc, le roi du country, le pape de l'underground et la reine du jazz dans la même soirée. Wow! Mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous raconter comment, vers l'âge de 10 ans, je suis devenu indépendantiste. Nous habitions sur la rue Bélanger, dans le quartier Rosemont, près de la 30e avenue. Et c'était durant les années où le mouvement nationaliste s'affirmait de plus en plus, et pendant lesquelles nous vivions des tensions linguistiques. Tensions qui se traduisaient par des combats assez violents dans la rue, parce que il y avait nos amis de l'immigration italienne qui parlaient anglais, et nous qui retrouvions une certaine fierté. Je me souviens de traquenards dans les ruelles pour capturer un ennemi et le battre à coups de ceinture. J'en ai reçu, j'en ai donné. Je me souviens des slingshots pour faire mon franc-cœur qu'on fabriquait avec des planches de bois puis en plantant des élastiques de nos sous-vêtements. Après, on mettait un caillou puis on appuyait comme ça. C'était pas l'Irlande du Nord, évidemment, mais il y avait un climat de violence. Pourquoi il y avait un tel climat de violence? Pour savoir où on s'en va, il faut se rappeler d'où on s'en vient. Un peu d'histoire. Les enfants d'immigrants italiens, donc à cette époque-là, allaient à l'école anglaise. Et nous, les petits Franco, retrouvions une fierté, donc, de vivre enfin dans notre langue à Montréal. C'était l'époque, les aînés s'en souviendront, où il était très difficile, voire impossible, de se faire servir en français chez Eton, dans le centre-ville. En toile de fond, il y avait eu, vous savez, Saint-Léonard, c'est à la frontière de 30e Bélanger. En toile de fond, il y avait eu les émeutes de Saint-Léonard, déclenchées indirectement par le très mou Robert Bourassa, ancien premier ministre, qui, une fois n'est pas coutume, donc, avait quelques années plus tôt décidé d'imposer le français comme langue officielle avec le Bill 22. C'était en 1974, ce qui a soulevé l'ire, la colère de ces immigrants qui avaient adopté l'anglais, qui avaient envoyé leurs enfants à l'école anglaise. Veuillez me noter, là, mes amis, que je leur en veux pas à ces immigrants-là d'avoir envoyé leurs enfants à l'école anglaise. J'aurais sans doute fait pareil. Mon propre père, qui voulait le mieux pour son fils, m'a envoyé à la maternelle en anglais. J'ai pas dit un mot de l'année. Déjà, je sentais que j'étais différent, que c'était pas moi. Mon pauvre père, que j'ai vu plier les chines, le dos courbé. Quand le propriétaire, un anglophone, venait nous annoncer en anglais qu'il allait augmenter le loyer, cigare au bec, mépris dans l'œil. J'ai vécu ça. Je me rappelle de ça. Lorsque le PQ a pris le pouvoir en 1976, j'avais 10 ans, j'étais au centre Paul-Sauvé, à côté de l'hôpital Bellechasse, où je suis né. Et je savourais la victoire. Enfin, nous étions majorité minoritaire et historiquement dominée, donc, qui pouvait enfin s'affirmer. Et ça, grâce aux bons soins du docteur Lorrain, qui, avec la loi 101, dont l'évêque ne voulait pas au début. Il savait très bien les tirs groupés, fascistes, nazis, toutes les épithètes. Docteur Lorrain, qui est un éminent psychiatre, savait, lui, que c'était une façon d'insuffler un peu de fierté et de changer le paradigme linguistique qui sévissait à Montréal, qui s'anglicisait de plus en plus, comme c'est le cas encore d'ailleurs. On revient à ces années-là. Il en aura fallu du courage et de la droiture pour aller contre le vent au docteur Lorrain, à René Lévesque, pour subir ces insultes de fascisme, ces accusations de fascisme, de nazisme, etc., etc. Mais quelques années plus tard, oh, magie, la paix linguistique est revenue, le calme est revenu. Et même les chroniqueurs anglophones
qui étaient les plus virulents à l'endroit de la loi 101, du moins les plus honnêtes, en convièrent que c'était une bonne chose, finalement. Et ça a duré pendant des années. À cette époque, moi, je vais au hockey dans la paroisse Saint-Jean-Vianney. Et il y avait des Italiens dans mon équipe. Et vous savez quoi? On s'entendait à merveille. Je l'ignorais alors, mais à ce moment-là, j'avais devant moi un exemple de deux modèles d'intégration. Celui du père Trudeau qui encourageait les replis communautaires et les concurrences quasi tribales, puis un autre qui nous permettait de nous rassembler vers un destin commun, une cause commune, une victoire commune, soudée par un socle qui était le français. Vous aurez compris la métaphore. D'ailleurs, je parle des Italiens, on a tendance à l'oublier car ils font partie de notre identité collective depuis tellement longtemps. Mais des grandes figures de notre mouvement indépendantiste sont issues de l'immigration italienne. Je pense à Serge Fiori, qui a contribué de façon magistrale à écrire notre trame sonore collective. Avec, entre autres, Paul Darèche, qui nous a fait l'honneur de sa présence, avec Lucien Francoeur et autre chose, qui nous a également fait l'honneur de sa présence. Fiori a écrit notre trame sonore. Que dire de Pierre Foglia, autre enfant de l'immigration italienne, peut-être un des plus grands, peut-être le plus grand chroniqueur que le Québec a connu. Que dire de Giuseppe Marinoni, immigrant italien, fondateur des vélos du même nom, connus internationalement, ces vélos qui tiennent sur un petit doigt et avec lequel j'ai eu le bonheur de pédaler dans le cadre d'une série documentaire. Que dire de Pierre Curzi, qui aurait pu devenir chef du Parti québécois? On les oublie. Pourquoi? Parce qu'ils font partie. Ils sont nous. Je parle évidemment des Québécois d'origine italienne, parce que c'est avec eux que j'ai grandi. Mais que dire aujourd'hui du génial Boucard Diouf, du nécessaire Dany Laferrière, qui a joint les rangs de l'Académie française grâce à ses livres magnifiant son pays d'adoption, le Québec et sa terre de naissance, Haïti. D'ailleurs, ce même Dany Laferrière ne disait-il pas un jour: c'est impossible, je cite, c'est impossible pour un Haïtien de ne pas comprendre une chose aussi naturelle que l'indépendance d'un pays. Haïti ne possède rien, sauf l'indépendance. Le Québec a tout, sauf l'indépendance. Je pense aussi à Fatima Ouda-Pépin, qui, à force de raisonnements brillants dans les journaux, devrait sans doute finir par nous annoncer un jour qu'elle rejoint les rangs du mouvement indépendantiste. Je pense à l'indispensable Nadia El Mabrouk, qui nous fait l'honneur de sa présence et de son combat pour la laïcité. C'est le nécessaire combat qu'elle défend avec dignité et courage, et qui nous prouve que ce n'est pas du racisme, que ce n'est pas de la xénophobie, mais bien du progrès. Ce n'est pas parce que nous sommes restés de gauche que nous ne sommes plus de gauche. Et je pense aussi à tous ces candidates et ces candidats venus de partout dans le monde. J'en vois avec qui j'ai fait le cégep, qui viennent du Chili ou d'ailleurs et qui se présentent encore cette année sous la bannière du Bloc québécois. Je les salue fraternellement. Pourquoi choisir le Bloc, me direz-vous? Je ne vais pas parler pour les autres candidatures, mais je crois qu'elles seront d'accord avec moi. Et surtout, pourquoi me présenter encore une fois contre un député aussi actif, il faut le dire, le nouveau champion autoproclamé de l'environnement qui a gagné son siège dans la foulée de la vague orange de 2011. D'ailleurs, je lui répondais récemment, aujourd'hui, sur Twitter, alors qu'il s'attaquait à Stephen Guilbeault, qui, bien qu'environnementaliste de carrière, se joint à un parti qui a nationalisé un pipeline pour 4,6 milliards de dollars de notre argent, sans parler des coûts d'installation, pour un total qui va nous mener à autour de 13 milliards de dollars. Je répondais donc à Boulris, qui attaquait Guilbeault, en anglais, donc, qu'il était déjà assez ironique de le voir s'attaquer à un autre francophone dans la langue de Sa Majesté la Reine. Et je lui rappelais qu'il semblait oublier qu'en 2015,
son parti était en faveur du pipeline d'Énergie S. Projet que les conservateurs veulent d'ailleurs relancer. Mulcair, l'ancien chef du NPD, celui-là même qui vantait jadis les réalisations de Margaret Thatcher, la mère du néolibéralisme, tant décrié aujourd'hui. Que disait-il, Mulcair, en 2015? C'est pas en 1920, c'est il y a 4 ans. Il disait, c'est win-win. Il disait quoi, Boulris? Pour reprendre l'expression de mon chef, il disait, il se roule en petite boule dans le coin. Il disait quoi? Il disait qu'il allait attendre des soi-disant études de l'ONE. On le sait, l'Office national de l'énergie ne s'est jamais, fucking jamais prononcé contre un tel projet en plus de 60 ans d'existence. Alexandre Boule. Je comprends aujourd'hui le sous-chef du NPD de paniquer devant la montée des Verts. Évidemment. Ça grue dans son électorat. Les Verts qui eux-mêmes sont tiraillés, comme on le rappelait plus tôt, au sujet de l'exploitation des sables bitumineux. Mais de là à taxer Guilbeault d'hypocrite, alors qu'il n'est guère mieux lui-même, me laisse un peu pantois, comme disait l'autre. Chercher la paille dans l'œil du voisin, puis ne pas voir le pipeline dans le sien. Ils me font rire, ces résistants de la 12e heure. Ils me font rire. Je peux comprendre ce mirage socialiste qui a pu laisser croire, bon, tant qu'à pas avoir de pays, aménageons une société plus égalitaire. Mais c'est terminé. Il ne sera même pas au pouvoir, ni dans l'opposition, peut-être dans la 3e opposition, si est chanceux. Une autre des bonnes raisons d'envoyer, parmi tant d'autres, des candidats du Bloc, c'est aussi s'assurer que l'intégrité de notre territoire soit respectée. Je reprends un peu les mots de mon chef, mais il faut marteler ce message. On a vu récemment le premier ministre de l'Alberta, donc Jason Kenney, le vrai chef conservateur, affirmer qu'Ottawa, ça prend du culot tout autour de la tête, affirmer qu'Ottawa peut imposer, en vertu de cette constitution que nous n'avons jamais signée, que Ottawa peut nous imposer un pipeline au nom de l'intérêt national. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Ben non, merci. Ça prend un bloc fort pour s'opposer à cela. Il ne faut pas compter sur les députés fédéralistes d'Ottawa pour nous défendre. Eux qui votent en fonction de la ligne de parti qui elle-même est dictée par l'oligarchie qui se trouve à Bay Street et qui est dictée entre le poids des votes des autres provinces qui sera toujours supérieur au nôtre. Nous sommes une minorité, c'est un calcul évident. On va toujours nous donner des pinottes, des mirages. Il ne faut pas compter sur eux. On le voit par exemple sur la question de la laïcité. Bien qu'approuvée par 70% de la population québécoise, tous les chefs fédéraux, et même les sous-chefs, donc, sont contre la loi 21. Ainsi, 87% des Québécois à Ottawa, ainsi 87% des députés québécois à Ottawa sont contre, soit 68 sur 78, qui est pour les 10 députés du Bloc québécois. C'est quand même incroyable. Je ne vais pas ici faire l'inventaire de toutes les fois où les Québécois des partis fédéralistes ont voté contre nos intérêts. Ça serait long. Mais comme dit François, que je remercie d'ailleurs de sa présence et de sa chaleureuse présentation, le Québec n'a jamais été aussi respecté que lorsque le Bloc était fort à Ottawa. Ça, c'est vrai. Certains, notamment parmi la génération de ma fille, que nous avons vue plus tôt, ma fille, se disent encore, c'est pas un repli sur soi-même à l'heure de la mondialisation que d'affirmer, de prétendre faire l'indépendance d'un pays. Je pourrais vous parler des nombreux pays qui ont acquis leur indépendance au cours des 20 dernières années. Je pourrais vous parler de ces nations qui luttent, qui aspirent à le faire. Je vais revenir simplement sur 2 grandes figures de notre histoire collective. Je pense au grand sociologue Fernand Dumont et à Pierre Bourgault. Pour le premier, je cite, « Il faut partir de soi-même pour accéder à l'universel. C'est en se reconnaissant soi-même comme nation, comme collectivité historique, que l'on peut mieux accueillir l'autre. » Je cite en substance.
Donc, tu ne peux pas être citoyen du monde si tu n'as pas toi-même une citoyenneté, une appartenance. C'est des trucs de cocktail, ça, mais dans les faits, en sociologie, ça ne fonctionne pas. Bourgault, lui, disait, la formule est claire, simple et concise. Le Canada, c'est trop petit pour nous autres. Ce qu'il nous faut, c'est le monde. C'est pas demain la veille, nous diront les plus pessimistes, et les fédéralistes qui annoncent notre mort et notre idéal depuis 40 ans. Mais oui, je me souviens pourtant, en 95, on avait peur. Au début de la campagne, on s'envoie direct dans le mur, comme Gilles Villeneuve. On avait peur. Les sondages disaient que nous allions nous planter. Pourtant, dans les faits, nous l'aurions bel et bien gagné, ce référendum, n'eût été des tricheries, des fourberies et des manigances que l'on sait désormais. C'est plus à prouver. C'est reconnu. En histoire, en sciences politiques, on le sait. Je cite Claude Dubois qui disait récemment, c'est lors d'un référendum volé, alors qu'on disait que la flamme souverainiste était éteinte, que le Québec a failli faire son indépendance. Imaginez là qu'il y a une vague bleue, qu'il y a des députés du Bloc. Il suffit que le vent tourne et tout peut revenir comme en 95. En politique, il suffit d'une étincelle pour embraser, pour créer la lumière. Donc, en travaillant à créer ce momentum à Ottawa, je compte aussi lutter pour plus de justice. Notamment, j'aimerais proposer à mon parti un projet de loi pour taxer les GAFA, comme vient de le faire. Les GAFA, c'est quoi? Google, Apple, Facebook, Amazon et autres Microsoft, qui prennent toutes les données, qui empochent, qui font mourir les journaux, qui tuent l'art, qui tuent l'industrie du disque, etc. Qui vampirisent la culture, qui vampirisent l'information et qui ne payent pas une scène. Pourtant, la France a eu récemment le courage de taxer les GAFA. Pourquoi on ne prendrait pas exemple sur eux? On pourrait financer aussi nos productions au Québec, pour Netflix notamment. Je veux travailler à protéger les citoyens et les citoyennes de Rosemont, Petite Patrie, contre la gentrification et contre les expulsions de logements. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est un dossier qui m'est cher. Je veux évidemment qu'on ait encore des Airbnb. Il n'est pas question qu'on devienne une ville où il n'y a plus de résidents, il n'y a plus d'âmes, mais que des touristes de passage. Je veux qu'on règle la question des passages à niveau. Vous savez ce que le CP, le Canadian Pacific, ce train qui passe, qui sépare nos comtés de Laurier-Sainte-Marie, de Rosemont et d'autres, que le Canadian Pacific, là, les Oranges, ils ont fait des demandes. On ne leur a même pas répondu. Cette espèce de néo-impérialisme, colonialisme, pour moi, c'est une cicatrice dans le visage de notre comté. Qu'il n'y ait pas de passage à niveau qui nous permettrait, au lieu de le faire légalement, comme le font des milliers de personnes, comme, qui sait, peut-être même votre candidat. Allez savoir. Donc, pourquoi est-ce illégal de traverser alors qu'on pourrait construire des passages à niveau qui permettraient aux piétons de traverser d'un côté puis de l'autre? Le CP n'écoute même pas. Ça, si c'est pas du mépris, je me demande ce que c'est. On est habitué au mépris de leur part. Et je veux évidemment faire mon porte-à-porte et recueillir donc la substantifique moelle de toutes les revendications que feront les citoyens pour m'en faire le porte-parole à Ottawa. Donc, je ne pourrais pas terminer cette soirée sans remercier les gens qui ont permis à ce que ce soit possible et qu'on soit là aujourd'hui si nombreux. Je me souviens quand je suis arrivé au bloc ici dans Rosemont en 2015, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de militants. Alors, avec les années, on a rebâti ça. Puis là, de voir ici, ça fait vraiment chaud au cœur de tous vous voir. Donc, je remercie la présidente de l'exécutif de Rosemont, Petite Patrie, Mme Jennifer Jeté. Je remercie sincèrement Jennifer, alias la Snipers. Je remercie le vice-président et animateur de la première portion de cette soirée, M. Michel Letourneau. Je remercie, elle ne peut plus être là ce soir, mais elle a travaillé fort, la représentante du rapport avec les citoyens, Mme Lucie Lavallée.
est avec nous de tout cœur. Je remercie notre secrétaire qui a dû quitter, mais qui était là avec nous, Mme Jocelyne Pouliot. Je remercie notre trésorier, notre whip qui nous ramène à l'ordre, M. Jacques Archambault. Je remercie notre représentant jeunesse, M. Vincent Rioux. Je remercie notre nouvelle et indispensable recrue, Martine Goulet. C'est celle qui est derrière le projet Gaminet T-shirt. Je vous encourage à vous en procurer. Ça va donner un élan à la campagne et ça va permettre de nous financer. Il y a un retour d'impôt qui vient avec ça. Donc, vous pourrez voir Martine Goulet à ce sujet. J'aimerais également remercier M. Robert Loisel, avec lequel j'ai eu le bonheur de faire ma ronde de signature pour être un candidat valide. Et je remercie celui qui sera notre directeur de campagne, M. Michael Aketia, qui va être mon boss. Et je remercie évidemment tous ceux et celles qui se joindront à nous. Donnez vos noms, on en a besoin. Je remercie bien évidemment tous mes amis artistes. Je remercie tous mes collègues, politiciens, militants de leur inestimable appui. Je leur dis à vous tous, je vous dis, mes amis, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes fiers, droits, sauvages, debout. Vive la liberté, vive l'indépendance! À la joyeux! Merci!